Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Une question aujourd'hui. Le cerveau pense-t-il au masculin? Question posée par Pascal Gigax, qui dirige l'équipe de psycholinguistique et de psychologie sociale appliquée de l'Université de Fribourg. Question posée par Sandrine Zuffray, qui est professeure ordinaire de linguistique française à l'Université de Berne. Et question posée par Ute Gabriel, qui est professeure à l'Université norvégienne des sciences et de la technologie, où elle enseigne la psychologie sociale. Donc, il sera question de langue et de psychologie, il sera question de genre, masculin, féminin. Dans ce livre-là, un livre publié aux éditions Le Robert. Donc le Robert, les dictionnaires qui sont ici derrière moi, et Le Robert qui a créé le scandale cette année par la mention du pronom IL, I-E-L. Pronom neutre ou pronom agenré, agenre, sans genre. On voit que on est d'emblée à se poser la question du comment dire cette question du genre, du sexe, du rapport entre le masculin, le féminin, le neutre. C'est des questions à la fois identitaires extrêmement importantes, des questions sociales extrêmement importantes, des questions linguistiques extrêmement importantes et psychologiques. Donc, ça remue beaucoup de choses, c'est des questions politiques aussi, extrêmement sensibles. Alors ce livre-là, fait donc par des linguistes, des psychologues, des psycholinguistes, ou des linguistico-psychologues, si on veut changer l'ordre des mots, car l'ordre des mots est quelque chose d'important, dit ce texte-là aussi, il est assez intéressant parce que déjà il est très très didactique, c'est-à-dire qu'il est facile à lire et il va nous permettre de manière très claire de comprendre comment ça fonctionne là-dedans quand nous parlons et de toucher la complexité des choses. Sans doute faudrait-il creuser plus pour avoir des nuances supplémentaires, mais c'est une bonne introduction. Le langage maître de nos pensées. À la fin de chaque chapitre, vous avez à retenir de ce chapitre. Ce qui fait que je ne pourrais que passer en revue cette partie-là du livre et puis vous auriez un petit résumé. Dans le premier chapitre, justement, le langage maître de notre pensée, voilà le résumé. Le langage offre un nombre limité d'options pour parler d'un monde illimité. Le langage attire notre attention vers certaines propriétés du monde. Ces propriétés ne sont pas toujours les plus pertinentes. Le langage influence non seulement notre manière de voir le monde, mais également notre manière de penser et notre manière de nous comporter. C'est un constat important de l'importance du langage et du fait que le langage n'est pas la réalité, que le langage attire notre attention vers certaines propriétés du monde. Je pense que c'est cette phrase-là qui est la plus importante. Puis ensuite, vous avez ces catégories qui nous collent à la peau. Et là, je vais aller quand même lire un peu plus dans les détails que je l'ai fait pour le tout début. Notre cerveau et les stéréotypes. Parce qu'évidemment, ces questions du masculin et du féminin sont liées aux stéréotypes. Et ce qui est très intéressant, c'est que il ne s'agit pas d'une théorie fumeuse autour des stéréotypes. Il s'agit d'expériences réalisées dans des laboratoires par des gens qui ont une démarche scientifique pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand il a affaire à des stéréotypes. Une étude proposée justement par l'un des auteurs ici, Pascal Gigax. Pour vous montrer à quel point cela correspond dans la réalité,
Prenons l'étude de l'un de nous, Pascal Gigax, qu'il a publié en 2019 avec ses collègues sur les différences entre les genres dans la perception des tours de magie. Pourquoi des tours de magie? Parce qu'ils activent plutôt des ampoules masculines. Ça, c'est une image utilisée dans le livre, que dans notre cerveau, quand on entend certains mots, il y a des ampoules qui s'allument, parfois à tort. Le monde de la magie étant, de manière stéréotypée, associé aux hommes, pour des raisons principalement historiques. Dans l'étude, 14 vidéos de tours de magie étaient montrées à des participantes et des participants. Les personnes interrogées avaient pour mission d'indiquer pour chaque tour de magie à quel point il était bien réalisé sur une échelle allant de 1, pas très bon, à 7, très bon. À une moitié de personnes interrogées, il était dit que les tours avaient été effectués par Nathalie, à l'autre moitié par Nicolas. Les vidéos étaient bien sûr toutes les mêmes et ne montraient que des mains gantées, rendant l'identification du genre impossible. Les résultats de cette étude ont confirmé ceux obtenus par Philippe Goldberg en 1967 sur l'évaluation de la qualité d'articles de journaux. Les tours prétendument réalisés par Nathalie étaient jugés moins bons que ceux effectués par Nicolas. Dans l'étude pionnière de Philippe Goldberg, les articles de journaux prétendument écrits par une femme, Joan T. McKay, étaient évalués de manière plus critique que les mêmes articles écrits par un homme, John T. McKay. La notion de compétence est donc bien liée aux associations habituelles et inhabituelles que notre cerveau a enregistrées. Parce qu'une activité n'est pas habituellement associée à une personne, on a tendance à penser que cette personne est moins compétente dans cette activité, quelle que soit sa performance. Intéressant de voir ici, par des expériences, que, effectivement, les stéréotypes faussent notre jugement. Puisque face à une même activité, si elle est réalisée soi-disant par une femme, on va la juger plus sévèrement, du moins dans certains domaines. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant dans ce livre-là, c'est qu'il va proposer des expériences que nous pouvons, nous, réaliser chez nous. Par exemple, lié toujours aux stéréotypes, lisez attentivement la petite histoire suivante adaptée d'une étude anglaise de 2006 ou, si vous la connaissez déjà, présentez-la à une personne de votre entourage et voyez sa réaction. Un père et son fils partent en voyage à la campagne. Sur le chemin, ils ont un accident. Le père meurt, mais le fils survit et est amené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, un chirurgien de garde se présente et dit « Je ne peux pas opérer, c'est mon fils. » Comment cette situation est-elle possible? On voit qu'il y a un problème. Le problème, c'est le mot « un chirurgien ». Plus précisément, un chirurgien. Parce que bien sûr, la réponse, c'est que le chirurgien en question, c'est la mère de l'enfant. Mais, et c'est là l'un des éléments importants mis en avant dans ce livre-là, c'est que le problème fondamental, il vient de l'utilisation du masculin, d'une utilisation qui n'est pas claire des pronoms masculins en français et dans d'autres langues. Le genre grammatical, un casse-tête pour notre cerveau, voilà le titre d'un autre chapitre de ce livre-là, c'est-à-dire que nous apprenons en premier que « il », c'est le pronom masculin. Il est venu, je pense, spontanément à un homme, un garçon.
Elle est venue, je pense, à une femme. Ils sont venus, au pluriel, je vois des hommes. Mais on apprend ensuite, et c'est important de dire que c'est quelque chose qu'on apprend ensuite, c'est-à-dire plus tard, il au pluriel, c'est un personnage masculin au minimum, mais s'il y a un seul homme et 10 000 femmes, on devrait dire il. C'est ce qu'on nous apprend. C'est un pronom qui, dans ce cas-là, n'est pas lié au genre. C'est un pronom générique. Et ça, notre cerveau, les expériences des auteurs de ce livre-là, montrent que notre cerveau a énormément de peine à distinguer ces deux utilisations du il. Il, est-ce que c'est masculin ou est-ce que c'est générique? Et on a tendance à y voir du masculin, d'où l'erreur du chirurgien tout à l'heure, utilisée au masculin, alors qu'il s'agit d'une femme. Donc on est assez embêté par ceci. Alors il y a ensuite un passage par l'histoire de la langue qui montre par exemple dans les dénominations de métiers que des termes féminins étaient utilisés jadis, qu'ils ont été supprimés et qui reviennent maintenant. Typiquement le mot auteur, autrice. Une autrice, c'est un terme qu'on entend aujourd'hui de manière de plus en plus fréquente et qui avait disparu pendant longtemps, mais qui a existé jusqu'au XVIIe siècle, je crois. Et même chose pour professeur, professeuse. Professeuse, il sonne un peu bizarre à nos oreilles. En tout cas, moi, je n'ai pas l'habitude de l'entendre, alors que je vis dans un milieu de professeurs. Et pourtant, il a existé jadis. Il a été banni et il revient par l'idée actuelle de reféminisation du langage. Donc, cette idée importante au fond, que le masculin, c'est ça le genre problématique en français. À retenir de ce chapitre, donc le chapitre précisément sur le genre grammatical, un casse-tête pour notre cerveau, la forme grammaticale féminine n'est pas ambiguë, tandis que la forme grammaticale masculine l'est. La forme grammaticale masculine a plusieurs sens, qui englobent un sens spécifique et des sens génériques. Certains sens génériques, comme le sens neutre, peuvent être difficiles à gérer pour notre cerveau. La langue française a vécu des évolutions relativement importantes pour la représentation des genres, souvent initiées par des pressions misogynes et patriarcales. Nous apprenons le sens spécifique du masculin avant d'apprendre ses sens génériques. Et donc, des études scientifiques ensuite sont menées sur cette question du masculin et des ambiguïtés de ce genre-là, qui aboutissent aux conclusions suivantes. Là, je passe le chapitre en lui-même. Dans les langues qui ont une marque grammaticale de genre et dans lesquelles le masculin est la valeur par défaut, les représentations du genre sont principalement masculines. Ce qui veut dire que quand vous avez du masculin pour dire du générique, on pense quand même à du masculin. Ce qui est problématique quand on veut, dans quelque chose de générique, inclure le féminin. Alors comment faire? Évidemment, on en arrive forcément à cette question du langage inclusif. Comment faire en sorte de démasculiniser le langage, d'inclure le non masculin dans le langage? Voilà la question qui est posée. Et la réponse, elle est évidemment dans le langage inclusif. Mais directement, des questions surgissent qui
sont comment, concrètement, on le fait. La façon la plus simple, c'est ce qu'on appelle les doublets ou les doublons. Mesdames et messieurs, seule expression où on commence par le féminin, parce qu'il y a aussi la question de l'ordre des mots qui entre en ligne de compte. Donc, il s'agirait tout simplement ici d'utiliser le terme féminin et le terme masculin, et puis de les coller l'un à l'autre. Problème, c'est que ça rallonge les phrases, d'où le langage inclusif, ou en tout cas une certaine notation du langage inclusif avec les points médians, avec les tirets, avec d'autres propositions qui sont faites, qui posent là aussi des difficultés, qui posent la difficulté des accords, comment est-ce qu'on accorde les participes passés, comment on accorde les adjectifs dans ce cas-là, est-ce qu'on fait l'accord forcément au masculin, pluriel, quand on a deux noms, un féminin et un masculin, ou est-ce qu'on fait l'accord avec le terme le plus proche dans la phrase, qui est une ancienne habitude là aussi. Donc, au fond, on récupère des règles qui avaient été oubliées mais qui existaient dans la langue française. Donc on voit qu'il y a plein de questions qui sont posées, questions concrètes, dont les réponses ne sont pas toujours données de manière définitive, parce que ce sont effectivement des questions à l'ordre du jour. Et les auteurs, au fond, ne martèlent pas de réponse. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur le langage inclusif ? Voilà le résumé du chapitre en question. Au lieu de parler de langage inclusif, il serait peut-être plus juste de parler de langage non exclusif, tant le masculin exclut une grande partie de la population. C'est vraiment ça le cœur du problème. C'est que quand on a un masculin pluriel, même s'il englobe, selon la règle, aussi du féminin, dans notre cerveau, on voit des hommes. Il existe un nombre important d'outils de langage inclusif, certains visant à dégenrer le langage, d'autres à le reféminiser. Tous les outils visent à démasculiniser le langage. Les doublets visent à expliciter le fait qu'il y a aussi des femmes ou une femme dans un groupe. C'est rendre explicite ce qui était sous-entendu, mais que le cerveau avait de la peine à voir. Les formes contractées des doublets, c'est celle-ci aujourd'hui qui pose vraiment problème. Les formes contractées des doublets sont surtout utilisées lorsqu'un texte est limité par le nombre de signes. Les données sur les différents outils de langage inclusif montrent qu'ils sont efficaces pour démasculiniser le langage. Donc, de manière claire, ce texte nous dit le langage inclusif, c'est bien. C'est en tout cas bien si l'on considère qu'il faut démasculiniser le langage. Et ce qui est assez intéressant, c'est le chapitre suivant qui est presque en conclusion. Mais pourquoi tant de haine ? Qui essaye de réfléchir aux réactions extrêmement vives d'opposition à ces démasculinisations du langage. Le pronom yel ayant fait, comme j'ai dit avant, scandale, dans certains milieux en tout cas. Et ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs ici, et les autrices et auteurs, devrait-on dire, si je suis leur manière en tout cas de se présenter, les autrices et auteurs de ce livre-là, au fond, remarquent une chose simple, c'est que plus les idées politiques sont conservatrices, sont donc de droite et sont sexistes, plus le langage inclusif pose problème.
Et que donc, au fond, l'opposition au langage inclusif n'est pas une opposition de gens qui considèrent que c'est dénaturer la langue, d'abord. Oui, il y a ça. Mais c'est aussi une opposition qui se satisfait d'un certain ordre politique et social. Et donc, l'opposition au langage inclusif est sexiste. Voilà ce qui est dit dans ce livre-là. Alors, est-ce que c'est ma position qui est retracée dans ce livre-là, ou est-ce que je suis moi-même parmi ces gens masculinisateurs, pour employer un terme qui peut-être n'est pas le terme consacré? Il va de soi qu'étant moi-même un homme, je ne suis pas en première ligne dans ce combat-là. Et je pourrais me dire, au fond, que le langage soit masculin, qu'il privilégie le masculin, ça m'arrange, puisque je suis un homme. Mais en fait, non. En fait, je pense que, effectivement, les auteurs de ce livre-là ont raison de mettre en avant les ambiguïtés d'un langage basé sur le masculin et de vouloir faire évoluer la langue. Et donc, c'était une lecture intéressante, une lecture à prolonger, je crois, à réfléchir dans une vision vivante du langage. Dans une vision qui essaye de faire correspondre le langage à la réalité et donc qui, en transformant le langage, cherche aussi à transformer une réalité qui n'est pas satisfaisante aujourd'hui dans les rapports de genre. Voilà ce que je pouvais dire sur Le cerveau pense-t-il au masculin de Gabriel, Sandrine Dufresne et Pascal Giguère.